Ce n'est pas une breaking news. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est autre chose. Plus froid, plus structurel. C'est le moment précis où un État comprend que son économie ne peut plus tenir, alors il fait ce que font les systèmes qui paniquent, il ne répare pas, il coupe. Pas l'électricité, la réalité partagée. Quand l'information disparaît, tout le reste devient malléable. Les chiffres, les morts, les menaces, les promesses. Et dans ce vide, la violence n'a plus besoin d'être expliquée. Elle a juste besoin d'être possible. Si vous voulez comprendre ce qui arrive vraiment, abonnez-vous pas par habitude, mais pour ne pas perdre le fil. Parce que ce qui commence comme une crise interne peut très vite franchir des frontières. Et c'est là que ça devient dangereux. Ce que contrôle le système en ce moment, ce n'est pas une capitale, ce n'est pas un bureau, ce n'est même pas une armée. C'est un interrupteur. Un seul pouvoir, plus décisif que la propagande. La capacité de décider qui voit quoi et quand. Parce qu'une foule affamée est un problème. Une foule affamée coordonnée est une menace. Et une foule affamée, coordonnée, visible au monde entier, c'est une crise que le régime ne peut pas contenir. Alors on déplace le centre de gravité, on ne répond pas à l'inflation, on ne stabilise pas le prix du pain, on coupe l'Internet, on coupe les appels internationaux, on tente même de brouiller des alternatives. Et pendant que le pays devient silencieux, l'extérieur devient bruyant. Les avertissements se durcissent, les conséquences deviennent un langage. Les menaces contre des bases militaires deviennent une option sur la table. Et vous sentez déjà le glissement. Ce n'est plus seulement ce qui se passe là-bas. C'est ce que ce silence fait au reste du monde. Il y a un mensonge très confortable que les régimes racontent et que le reste du monde accepte parfois, que les choses changent d'un coup, comme si tout basculait en une nuit, comme si la catastrophe était toujours spectaculaire, comme si on aurait le temps de la voir venir. Mais la version la plus dangereuse du changement est lente. Elle s'installe, elle se normalise, elle devient la nouvelle routine. Avant, une crise économique entraînait des réponses économiques, des annonces, des compromis, des mesures, même imparfaites. Maintenant, on saute cette étape, on passe directement à la gestion du récit. Parce que quand l'inflation monte, quand la nourriture devient hors de prix, vous avez deux options, réparer le système ou empêcher les gens de comparer leurs souffrances. Empêcher qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, empêcher qu'ils se comptent. Et c'est là le glissement silencieux. L'économie cesse d'être une variable à gérer. Elle devient un déclencheur. Et l'Internet cesse d'être un service, il devient une arme. Ce qui veut dire que chaque heure de silence n'est pas une pause, c'est une préparation. Et voici le premier choc, celui qui a l'air d'être l'histoire mais qui n'en est que le symptôme. On nous parle d'une inflation à 50%. On nous parle de prix alimentaires qui explosent au-delà de 70%. Ce sont des chiffres qui ne décrivent pas une mauvaise année, ils décrivent une rupture de la vie quotidienne. Le moment où l'économie cesse d'être abstraite et devient physique, la faim, l'attente, la colère, la rue. Et quand la rue se remplit, la réponse n'est pas une réforme. La réponse, c'est la disparition. 60 heures sans Internet, sans appels internationaux. Un pays rendu muet au moment même où il crie, c'est là que le système révèle sa priorité. Pas sauver des prix, pas sauver une monnaie, sauver le contrôle. Et dans cette logique, tout est permis, y compris tenter d'empêcher les gens de trouver un autre signal, une autre connexion. Si vous suivez jusqu'ici, cliquez, partagez pas pour faire du bruit, mais pour empêcher ce silence de gagner. Parce que la vraie question n'est pas combien ça coûte, la vraie question c'est qu'est-ce qu'ils font pendant que personne ne peut regarder. Ce qui se passe ensuite est toujours présenté comme un choix moral, une question de volonté, de courage, de fermeté. Mais ce n'est pas ça, c'est un mécanisme. Un régime confronté à une économie qui s'effondre a un problème de mathématiques. Il ne peut pas nourrir tout le monde. Il ne peut pas calmer tout le monde. Il ne peut pas payer la stabilité comme avant. Alors il remplace la stabilité par autre chose. La peur, la confusion, l'isolement. Couper l'Internet n'est pas seulement empêcher les images de sortir. C'est empêcher les gens de se trouver. C'est casser la coordination des grèves. C'est ralentir les défections.
C'est faire en sorte que chaque ville se sente seule, chaque quartier se sente abandonné. Et pendant que l'intérieur est isolé, l'extérieur reçoit un autre signal, la menace. Le Wall Street Journal est présenté comme rapportant une intention de frapper des bases américaines si une tentative de renversement est engagée. C'est un message stratégique. Si vous touchez au régime, vous payez ailleurs. Voilà, qui bénéficie à qui? Au pouvoir, parce qu'il change le terrain. Il transforme une crise de pain en crise de sécurité. Et qui absorbe le dommage? La population qui paie l'inflation, puis paie le blackout, puis paie la répression. Et maintenant, on arrive au point où le mécanisme commence à accélérer tout seul. Et là, la cadence s'accélère. Des rues pleines, des appels à descendre, des morts évoquées, des menaces brandies. Un président américain dit « Si le régime recommence à tuer comme dans le passé, il y aura une réponse. » Très dur, là où ça fait mal. Et presque dans la même respiration, on nous parle d'une autre phrase « frapper des bases américaines dans la région ». Vous voyez ce qui se forme? Ce n'est pas une crise, c'est une chaîne. Un côté dit « si vous tirez, on frappe ». L'autre dit « si vous frappez, on frappe ». Et au milieu, un pays privé d'Internet depuis 60 heures où personne ne peut vérifier ce qui se passe, ni combien de personnes tombent, ni qui a tiré en premier. C'est ça l'accélération. Quand l'information disparaît, la rumeur devient une arme. Chaque vidéo peut être vieille, chaque chiffre peut être gonflé, chaque menace peut être mal interprétée. Et pourtant, chaque acteur se comporte comme si tout était certain. Et à ce stade, la question n'est plus « est-ce que ça va empirer ?» La question c'est « qui va déclencher l'étincelle sans même la voir ?» Je veux que vous vous mettiez une seconde à l'intérieur de cette situation. Vous n'êtes pas un analyste, vous n'êtes pas un diplomate. Vous êtes juste quelqu'un qui essaye de vivre. Vous regardez les prix grimper plus vite que votre salaire ne respire. Vous voyez la nourriture devenir un luxe. Et quand vous sortez, ce n'est pas pour faire de la politique. C'est parce que votre vie a déjà été politisée par l'économie. Puis, d'un coup, le monde se ferme. Plus d'Internet, plus d'appels internationaux, 60 heures de silence. Et dans ce silence, vous ne savez pas si votre ville est seule ou si tout le pays est en feu. Vous ne savez pas si le voisin a été arrêté. Vous ne savez pas si la prochaine rue est un piège. Et c'est là l'impact humain du mécanisme. Il ne vous frappe pas seulement avec la faim. Il vous frappe avec l'incertitude. Il vous vole la capacité de mesurer votre propre réalité. Si ça vous serre la gorge, c'est normal. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Pas comme un geste symbolique, comme une façon de garder une fenêtre ouverte. Parce que quand un pays est rendu muet, il devient plus facile de le briser et plus facile de le transformer en excuse pour autre chose. Une chose est certaine, ce genre de silence ne reste jamais local. Parce qu'un blackout n'efface pas seulement des images, il efface la capacité pour le monde extérieur de calibrer sa réponse. Et quand les gouvernements ne peuvent pas mesurer, ils se rabattent sur autre chose. La posture, la dissuasion, les signaux publics. Vous avez d'un côté des déclarations de solidarité et de conséquences sévères si des manifestants sont tués. Et de l'autre, une menace rapportée. Frapper des bases militaires américaines dans la région si une tentative de chute du régime est engagée. Ce n'est pas seulement l'Iran. Ce sont des bases au Moyen-Orient. C'est une géographie entière qui se met à vibrer au rythme d'un interrupteur. Et vous avez aussi cette autre couche. Un régime décrit comme cherchant des appuis, concédant des arrangements déséquilibrés à de grands blocs extérieurs, et une opposition qui promet de renégocier, mais seulement après un processus de transition et un parlement fonctionnel. Autrement dit, même la question des alliances, même la question des ports, même la question du commerce est suspendue à une chose préalable, qui contrôle le récit quand le pays est muet. Et c'est ici que le danger change de nature. On ne parle plus d'une crise qu'on observe. On parle d'une crise qui, par manque de visibilité, commence à se propager comme une brume. Alors voilà le futur tel qu'il se dessine quand un système a remplacé l'économie par le blackout et la politique par la menace. Il y a 3 chemins. Aucun n'est propre. Aucun n'est garanti. L'ajustement. Le régime tente de survivre en alternant concessions minimales et répression ciblée. Il rouvre par fragments, contrôle par fragments et parie que la fatigue gagnera avant la rupture. L'interrupteur devient une routine. Deuxième chemin, l'érosion.
Les prix continuent de déformer la vie, les grèves s'étendent, les défections deviennent plus visibles, mais chaque avancée se fait dans une brume informationnelle. Et à chaque épisode, l'extérieur réagit plus fort parce qu'il a moins de certitude. La dissuasion devient plus agressive. Le risque d'erreur grossit. Troisième chemin, la rupture. Une séquence de violence réelle ou mal comprise déclenche une réponse là où ça fait mal. Et la menace de frapper des bases devient soudain un plan, pas une phrase. La crise interne se transforme en confrontation régionale, possiblement au-delà. Je ne vous dirai pas lequel arrive, pas encore, parce qu'il reste une pièce, la plus inquiétante, qui profite de l'accélération, même sans contrôler l'étincelle. Et maintenant, on arrive à la partie la plus inconfortable. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas une histoire avec une fin nette, c'est pas un arc moral, c'est pas un « et ensuite tout s'arrange ». C'est un système qui a découvert qu'il pouvait survivre en vous privant de visibilité. Et une fois qu'un système apprend ça, il ne l'oublie pas. On peut parler de chiffres 50%, 70%, 60 heures, mais le vrai chiffre est invisible, le nombre de décisions prises dans le noir, le nombre de réactions déclenchées par des signaux incomplets. Le nombre de fois où l'on frôle la mauvaise interprétation et où un jour on ne la frôlera plus. Si vous avez tenu jusqu'ici, abonnez-vous maintenant et regardez la prochaine vidéo parce qu'on va suivre cette mécanique étape par étape, comment un blackout devient une stratégie exportable, comment la crise interne devient une monnaie d'échange extérieure et comment, quand tout le monde menace, personne ne contrôle vraiment la pente. Ce n'est pas un avertissement réconfortant, c'est un avertissement non résolu. Et c'est précisément pour ça que vous ne devriez pas détourner les yeux.